Aujourd'hui, qu'est-ce que je mets en place? On peut en 20-25 ans se créer 1 million d'euros. Et sur le marché de l'immobilier, on est à l'aube d'un nouveau cycle. Je vais dévoiler un secret, une formule magique. Le meilleur moyen de réussir à créer et à développer son patrimoine, c'est... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la seconde de notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis très content de pouvoir vous présenter Jérôme Russac. Jérôme Russac, c'est le fondateur du cabinet de gestion de patrimoine parisien L&A Finance. L'idée de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est d'aborder des sujets tels que l'épargne, l'investissement, la retraite. Et quoi de mieux qu'un gestionnaire de patrimoine pour traiter ces sujets. Jérôme, bonjour. Bonjour Martin. Comment vas-tu? Très très bien, et toi? Mais écoute, ça va. Un grand merci de nous recevoir chez toi, à Paris. La première question que je voulais te poser, c'était une question tout simplement introductive. Est-ce que tu pourrais revenir rapidement sur ton parcours, ce qui t'a poussé dans le monde de la gestion de patrimoine et même à entreprendre aujourd'hui dans ce domaine? Beaucoup d'interrogations. Pour faire simple et surtout pour donner envie aux gens qui vont nous écouter de peut-être rejoindre ce métier ou d'investir. J'étais moi-même investisseur et intéressé par la finance et l'immobilier quand j'étais jeune, conseillé par un gestionnaire de patrimoine. Il y a des choses qui me convenaient, des choses qui me convenaient moins. Ça m'a amené à commencer à réfléchir tout en commençant à travailler. Au bout de 4-5 ans de travail dans un grand groupe immobilier, on a posé des bases avec mon gestionnaire de patrimoine et l'idée de créer une structure qui allait apporter des réponses aux particuliers et surtout démocratiser la gestion de patrimoine, parce que c'était ça notre volonté première, c'était de rendre accessible des sujets pour le tout venant. Et voilà, l'idée de créer la première structure qui était Lonley Associés, qui est devenue L&A Finance, est venue. Donc voilà comment on devient entrepreneur en réfléchissant soi-même à son propre patrimoine au départ et ensuite au patrimoine d'un grand nombre de Français. Et c'est plutôt une belle réussite à date. Justement, on parle du sujet de la gestion de patrimoine. C'est un sujet qui n'est pas forcément très clair pour tout le monde. Toujours en guise d'introduction, est-ce que tu pourrais justement te prêter à l'exercice de nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un cabinet de gestion de patrimoine, quelle est l'activité d'un gestionnaire de patrimoine et concrètement quelle est sa mission tout simplement? La mission première, c'est de rencontrer des particuliers essentiellement, de les faire réfléchir sur leur situation, de comprendre, faire un état des lieux, ce qu'on appelle un audit patrimonial, faire un état des lieux, de réfléchir avec eux sur les problématiques qu'ils pourraient avoir à faire face dans l'avenir, ou en tout cas mettre de l'épargne de côté au cas où, ou prévoir tout simplement leur retraite, et donc de mettre en place ce qu'on appelle des stratégies ou de la planification financière. Ça, c'est le métier globalement du gestionnaire de patrimoine. Ça nécessite de l'organisation parce que c'est un métier qui a beaucoup évolué. Nous, on a créé la structure il y a 20 ans, en fait, nos 20 ans cette année, on l'a créé en 2004. C'était un métier plutôt artisanal au départ et aujourd'hui c'est professionnalisé parce qu'il faut des compétences techniques, il faut des compétences juridiques, il faut de l'informatique et voilà, il faut apporter un grand nombre de savoir-faire auprès de nos clients pour que eux-mêmes aient tous les éléments pour prendre la meilleure des décisions parce qu'on parle de leur patrimoine, de leur avenir, bien évidemment. Merci pour cette présentation plus qu'exhaustive, je pense. J'ai une autre question qui me vient parce que tu as parlé de ton cabinet L&A Finance que tu as fondé. Ma question, elle est très simple, c'est aujourd'hui L&A Finance, qu'est-ce que représente L&A Finance dans le monde de l'investissement et de la gestion de patrimoine en France, à Paris? Est-ce que tu as des chiffres à nous donner, nous expliquer comment tu as structuré ton activité? Avec plaisir, on a connu vraiment une belle phase de croissance. Aujourd'hui, le cabinet L&A Finance, c'est un peu plus de 60 conseillers répartis dans 4-5 endroits en France. On était principalement basé sur Paris et Lyon, tu l'as dit tout à l'heure, mais aujourd'hui on est présent à Biarritz, on est présent à Bordeaux, on sera demain présent à Aix, Montpellier, sans doute le nord de la France. Donc voilà. Exactement. On conseille un peu plus de 8000 familles. C'est une vraie réussite. S'il y avait un classement des cabinets vraiment indépendants, j'insiste sur le mot indépendance, il y a des gens qui sont filiales de banques, d'assureurs. Voilà, on est dans le top 10 français. On a eu surtout le plaisir en 2023 de nouer un partenariat stratégique avec le groupe Tikeo, qui nous a permis de créer derrière un groupe avec 4 autres cabinets. Donc on a créé le groupe Rain, qui fait vraiment de nous un acteur aujourd'hui référent. J'espère qu'on aura le plaisir de se reparler dans 5 ans de ce sujet et que je t'annoncerai qu'on est dans le top 3. En tout cas, j'espère devenu et maintenu une référence dans le domaine. J'ai envie de rebondir parce qu'il y a un mot que tu as prononcé qui, je pense, est extrêmement important dans ces métiers-là, c'est celui de l'indépendance. Est-ce que tu peux justement préciser c'est quoi la différence par exemple entre un conseiller en banque et un conseiller en gestion de patrimoine indépendant? C'est quoi justement cette plus-value ajoutée? Il y a différentes manières de le définir et voilà, sans me fâcher avec personne, je vais prendre un exemple très simple. Si je travaille chez Apple, je vais vendre que des téléphones Apple parce que je travaille pour une marque et je défends ma marque. Et même si parfois je peux penser qu'il y a des téléphones Samsung ou d'autres marques qui sont meilleurs, mais je ne vais pas en parler, je ne suis pas payé pour ça. Quand je travaille en banque, c'est la même chose. Quand je travaille chez Darty, je fais un choix. Je vais choisir Apple, Samsung, etc. Je vais mettre en avant, ou à la Fnac, je cite Darty, j'ai pas d'action Darty. Moi non plus. Donc j'ai le choix et j'explique de manière technique les différences entre chacune des solutions et finalement je choisis mon téléphone. C'est à peu près la même différence entre un banquier qui lui, que ce soit BNP, HSBC, Société Générale, va défendre ses solutions ou en tout cas sa pratique, et un conseiller en gestion de patrimoine qui lui scanne et scrute l'ensemble du marché et essaye de trouver la solution la plus adaptée et la plus objective. Voilà, et la plus objective et qui va répondre le mieux aux problématiques et aux risques que ses clients veulent prendre tout simplement. Une question qui me vient directement, c'est finalement quand on fait l'état des lieux tout simplement de la situation
d'un particulier qui est désireux de prendre en main justement ce sujet des finances personnelles, de l'investissement, de l'épargne. Vers quel type de solution justement on peut le rediriger? Est-ce que tu peux nous faire un panel un petit peu des solutions qui existent justement et que tu proposes toi à tes clients? Bien sûr, si on est assez synthétique avant de faire un panel large, il y a deux mondes dans lesquels il faut investir. C'est le monde de l'investissement financier et le monde de l'investissement immobilier, parce qu'ils ont des caractéristiques, des critères qui ne sont pas les mêmes, des notions de risque attachées qui ne sont pas les mêmes. Après, quand on construit un patrimoine, comme je l'expliquais, l'idée c'est de se construire un patrimoine, de faire un certain nombre d'investissements très diversifiés. Il faut avoir un socle solide, donc souvent il faut démarrer par des investissements très longs, très résilients et qui apportent une rentabilité dans le long terme. Et là on pense souvent à l'immobilier. Et après, quand on a donc des placements financiers, c'est souvent ce qu'on appelle du cash. Là il faut aller chercher des placements court terme, parfois de trésorerie. Ça peut même être un livret A, je crois que le livret A est autour de 4% aujourd'hui et c'est quelque chose de très bien pour la plupart des gens. Mais après on peut aller chercher des placements financiers avec du 5, du 6% également garantis en capital. Puis après on peut aller chercher du 10, du 12 sur du private equity, des choses comme ça. Donc voilà, il va falloir faire un panachage de tout ça, être très raisonnable. Aussi utilisé en France, il y a un jeu qui est permanent, c'est l'optimisation fiscale. À l'intérieur de tout ça, il y a des enveloppes fiscales. Donc vient se mêler au sujet purement financier, purement économique, d'autres sujets, mais c'est un facteur qui est très important à prendre en compte. Et là on parlera d'enveloppes de type assurance vie, de type ER aujourd'hui qui sont très importantes, voire compte titre. J'imagine, c'est plutôt rhétorique, mais que ces solutions-là s'adaptent évidemment au profil de client et surtout à l'actualité macroéconomique, financière et ce qui se passe dans le monde. Là, je pense que tu vas me voir venir, mais si on revient rapidement sur l'actualité, voilà, depuis l'après-Covid, l'inflation rogne le pouvoir d'achat des Français et pas que d'ailleurs. Et on a une situation qui n'est pas inédite, mais qui est nouvelle pour beaucoup de monde, qui est celle d'une remontée progressive des taux d'intérêt, qui sont aujourd'hui à des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis des décennies. Justement, dans ce contexte-là, il y a des catégories d'investissement, des classes d'actifs qui sont un peu malmenées. Je pense à l'immobilier, je pense surtout au modèle des SCPI. C'est quoi, toi, globalement, ton sentiment sur cette situation? Alors, c'est une très bonne question. Pour recontextualiser, parce que, comme je disais, on a fêté nos 20 ans et moi, j'ai connu une période où les taux étaient déjà plus hauts que ça avec de l'inflation beaucoup plus fort. Donc, j'ai connu cette période. J'ai connu une période qui était, elle, très atypique les 10 dernières années avec des taux à zéro et donc des rendements qui étaient proches de zéro, des rendements nominaux proches de zéro. Donc, c'est cette période-là qui était plutôt atypique. Et là, on est revenu dans une période classique, mais on y est revenu très vite, très fort et c'est ce qui a un peu perturbé un certain nombre de marchés et notamment les marchés de l'immobilier. Le couple rendement-risque est fonction, on va dire, des taux et quand les taux remontent lentement, tous les marchés s'adaptent. Là, ils sont remontés très fort, ce qui veut dire que le prix de l'immobilier, d'un certain nombre de valeurs immobilières ont été entachées. Donc, la SCPI, c'était un des acteurs. C'est une manière d'investir en immobilier, de démocratiser l'immobilier. Tout le monde ne peut pas acheter un immeuble qui vaut 500 millions, alors qu'une SCPI, en faisant investir des milliers d'investisseurs qui vont tous mettre 100 000, c'est pour imager, vont pouvoir acheter cet immeuble. Donc, si l'immeuble perd 20 ou 25% du fait de la remontée des taux, tout le monde est impacté. Mais le modèle de la SCPI en lui-même n'est pas entaché. Après, toutes les SCPI n'ont pas la même stratégie. Il y a à peu près 200 SCPI en France. Je ne vais pas dire qu'il y a 200 stratégies, mais il y a vraiment des stratégies très différentes. Et même l'année dernière, avec des SCPI qui ont connu vraiment des moments difficiles avec des baisses de rendement, voire des fortes baisses de valeur, il y a aussi des SCPI qui ont eu des appréciations de valeur de part et des rendements incroyables. Le rendement le plus important, c'est une SCPI qu'on met en avant depuis un an maintenant, c'est plus de 8% de rendement. Donc voilà, quand on a 8% de rendement, même si les taux sont à 4 ou 5, sans risque, ça laisse de la perspective avec toujours un peu d'endettement, ça laisse de la perspective sur les 25 prochaines années. Et justement, la situation des SCPI, effectivement, je viens entre guillemets te compléter, mais elle est particulière, elle dépend notamment des thèses d'investissement de ces dernières. Il y a des catégories de SCPI qui sont plus ou moins impactées. Là, je pense surtout au marché du bureau. Exactement. Aujourd'hui, qui est impacté ne serait-ce que par l'impact sur le travail de manière générale de la période après Covid. C'est quoi, toi, justement, les perspectives que tu donnes à ce sous-marché-là, entre guillemets? Alors, c'est pas un sous-marché. L'immobilier de bureau, c'est 70% du marché global en France, que ça soit de la taille des SCPI ou des investisseurs institutionnels ou même des foncières. Donc, c'est un marché qui est très, très important en France, mais aussi au niveau européen. Il a nécessairement été le plus impacté par cette remontée des taux et par l'après-Covid avec une forme de réorganisation des usages. C'est un marché qui est en pleine mutation. Il y a beaucoup de travaux qui sont lancés dans les grands parcs immobiliers. C'est pour ça que ces SCPI perdent de rendement et de valeur locative. Mais ils sont en train déjà de préparer l'avenir. Moi, je pense, c'est mon intuition et l'avenir nous dira, mais je pense que le monde du bureau n'est pas mort. On parlait de siège social il y a longtemps. Ça redevient un siège social avec un lieu de relation sociale. Les gens viennent plus parfois pour échanger, pour discuter, faire du brainstorming, parfois prendre un café. On revoit des bureaux qui s'organisent même avec des coworking dans leur rez-de-chaussée, avec des salles de sport, des cafétérias, mais plus ressemblant à des Starbucks Coffee. Donc voilà, ça va redonner un nouveau sens à tout ça et on va repartir pour un nouveau cycle immobilier. La dernière grosse crise immobilière, c'était les années 90. Là, on est en 2023-24, on va dire. On est reparti jusqu'en 2050-60, je l'espère, avoir un prochain retournement de cycle. Ouais, d'accord, je comprends. Parce que là, les perspectives justement sur les taux sont assez particulières, enfin, sont même plutôt bonnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que l'inflation est en train de ralentir. Alors certes, on n'est toujours pas aux objectifs des différentes banques centrales, qui sont 2% de toute façon. Mais aujourd'hui, les taux tendent plutôt à diminuer qu'à augmenter. On a vraiment atteint un plateau. Justement, c'est quoi pour toi la relation sur cette potentielle baisse des taux et sur le marché de l'immobilier? Est-ce que justement, comme tu le dis, on est à l'aube d'un nouveau cycle? C'est quoi ton ressenti? Aujourd'hui, on est clairement déjà rentré dans ce nouveau cycle. Il y a déjà
déjà très belles opportunités à saisir pour les gens qui ont de l'argent ou qui ont du cash ou une capacité d'endettement. Donc c'est déjà un excellent moment pour investir. Et je suis assez d'accord, je partage ton analyse où on est sur un plateau, les taux n'ont pas commencé à redescendre, mais on est sur un plateau. Tout le monde attend cette fameuse redescente des taux, mais on est tous suspendus à la Fed et il y a les élections américaines en fin d'année, donc probable que ça soit plutôt sur le deuxième semestre cette baisse des taux. Et effectivement, quand les taux vont baisser, ça va à nouveau renormaliser le marché. Ça sera pas trop tard pour investir, au contraire, mais pour reprendre pied, pour une gestion patrimoniale saine, ça sera bien sûr de bons moments. Donc il faut bien comprendre que l'investissement immobilier, notamment tu parlais de support SCPI, on cherche du rendement sécurisé pour les 15, 20, 25 prochaines années qui viennent souvent payer un effort d'épargne quand on a mis un crédit en face. Donc voilà, ça va se stabiliser dans les 12-24 mois de manière certaine. C'est souvent ce qu'on appelle finalement un investissement de bon père de famille, quoi, un investissement au SCPI. Alors ce terme n'est plus tout à fait adapté en 2024, mais ça reste un bon investissement. Bon, ça va alors, ça va. Un père ou une mère de famille. Bon, c'est vrai. J'ai envie qu'on parle justement d'une autre classe d'actifs. On a parlé d'immobilier, il y en a une autre qui est très corrélée au taux, et souvent tu parlais justement de taux sans risque, etc. Je parle de l'obligataire, du marché des obligations. Ouais. Pour rappeler justement le mécanisme de valorisation clair théorique des obligations, c'est que si les taux devraient baisser, les obligations qui ont été émises aujourd'hui devraient mécaniquement prendre de la valeur. Ouais. Pourquoi ? Parce que acheter une obligation aujourd'hui qui rapporte du 5% par exemple, alors que dans un an les taux pourraient baisser d'1 ou 2%, les investisseurs préfèrent avoir du 5% que du 3%. Le mécanisme est assez simple. Justement, toi, ton avis sur le marché obligataire, est-ce que tu juges que c'est une opportunité, que justement on est aussi peut-être sur un cycle qui est intéressant ? C'est quoi ton ressenti ? Alors, par rapport à ton analyse et par rapport au taux, c'est une analyse effectivement pertinente. Maintenant, il y a des risques qui sont toujours attachés aux obligations. Est-ce qu'on va aller acheter des obligations d'État, des obligations de très grandes entreprises, de plus petites entreprises ? La lecture n'est pas aussi simpliste qu'on peut le faire à la lecture des taux, mais ça reste un marché d'opportunités, ça reste un marché sur lequel il faut savoir s'appuyer et de la même manière, il faut savoir diversifier. Là, on est tous suspendus par exemple à la note de l'État français qui pourrait être baissée en fonction d'un certain nombre de critères. Ça pourrait remettre du rendement dans un certain nombre d'obligations, mais cette baisse des notes induire que l'État français serait un peu plus capable de rembourser ses obligations. Donc, il faut aussi comprendre ça. On a vu la crise grecque il y a une quinzaine d'années, donc il faut aller diversifier, il faut revenir sur le marché de l'obligataire, mais pareil, ne pas se jeter dans un marché plus qu'un autre, diversifier, avoir entre 10 et 20% de manière un peu stratégique, c'est des choses intéressantes clairement. On a parlé des taux d'intérêt, les taux d'intérêt qui ont monté, qui pourraient diminuer justement. On a parlé de marché obligataire, d'immobilier, de ce genre de solutions. Est-ce que toi, justement, il y a des produits très particuliers qui sont liés notamment aux taux d'intérêt que tu conseilles dans ce contexte actuel à tes clients ? Ouais, il y a ce qu'on appelle, alors le terme est un peu barbare, je l'aime pas, mais on n'en a pas d'autres, on appelle ça des produits structurels. Alors, pour un particulier, c'est pas très parlant, on parle de pédagogie ensemble, et si on trouve un autre terme, il faudra l'utiliser. Avant, on appelait ça des fonds à formule pour te dire, donc voilà, aujourd'hui on parle de produits structurés. C'est quoi l'idée d'un produit structuré ? C'est de faire des paris avec des places financières et d'apporter à un client, par exemple, ce qu'on appelle un capital garanti. Donc aujourd'hui, on arrive à sortir des produits structurés avec des capitaux garantis à 5-6%. Donc le capital est garanti, le rendement est garanti, donc on s'engage sur 8 ans, mais généralement on sort au bout de 2-3 ans. Donc ça, c'est des choses très rassurantes pour quelqu'un qui a peur d'aller sur les marchés financiers ou qui a peur d'un retournement de marché, d'un nouvel attentat qui se rapprocherait de Paris ou de l'Allemagne, etc., enfin de Berlin. Donc pour rentrer en bourse, c'est un des super moyens, et on peut aussi aller chercher des choses beaucoup plus intéressantes. On fait parfois des produits structurés qui peuvent aller de 8 à 10, 12, 14% de rentabilité. Là, on choisit par exemple un panier d'actions ou des indices, et on va se mettre des barrières de protection. On se dit voilà, si tout se passe bien, on va bénéficier pas de la totalité de la hausse, mais d'une grosse partie de la hausse, donc les fameux 8, 10, 12%. Et si le marché baisse fortement, on sera protégé, on aura une barrière et on n'aura pas de grosses pertes en capital. Donc ça permet de diversifier son patrimoine, d'aller chercher des choses très garanties, des choses un peu plus pushy, et à côté de ça, d'avoir une allocation d'actifs plus traditionnelle. Et en parlant d'allocation d'actifs, il y en a un grand dernier dont on n'a pas parlé, c'est celui c'est le marché action tout simplement. Bien sûr. Marché action très particulier en ce moment, je trouve d'ailleurs, mais c'est mon avis, c'est que notamment aux États-Unis, on est sur une période de hausse assez phénoménale, certainement alimentée par la croyance dans les marchés que les taux vont diminuer. Il y a aussi une histoire bien particulière qui plaît beaucoup en ce moment, c'est celle de l'intelligence artificielle. C'est quoi, toi, justement, un petit peu ton ressenti sur cette situation qui est quand même très particulière ? Alors, on est à des plus hauts historiques. Les analystes disent qu'on peut aller beaucoup plus haut. Moi, la prudence me dit qu'on peut aller aussi beaucoup plus bas pour l'avoir déjà vu. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit, mais il faut être mesuré en tout, il faut être très diversifié. La hausse des marchés américains est quand même masquée par 7-8 groupes ou valeurs, en tout cas, qui ont porté le marché et porté les fameux Mag 7, ce qu'on appelle les Apple, voilà, les Nvidia et ce genre de choses. Exactement. Donc, il faut faire son tri dans tout ça, et c'est pour ça que dans ce genre de sujet, nous on fait appel à des gérants, à des experts qui nous concoctent des allocations d'actifs, qui nous concoctent ce qu'on appelle des gestions pilotées qui sont très adaptées à nos clients, parce que voilà, nous ne sommes pas pilotes d'avion, on confie l'avion à des pilotes et on met
enfermer nos passagers, nos clients dans cet avion avec des ultra pros. Très belle métaphore. Et justement, parce qu'on a parlé d'immobilier, d'obligataire, on parle potentiellement de nouveaux cycles, de croissance, de rentabilité, etc. J'ai envie qu'on se concentre un peu plus sur les risques aussi. On est dans une situation qui est plutôt inédite, où il y a énormément de tensions géopolitiques, je pense notamment à la guerre en Ukraine, la tension au Moyen-Orient, Taïwan, etc. C'est quoi, toi, un petit peu la lecture que tu en fais? Est-ce que tu appelles plutôt à la prudence? Qu'est-ce que tu conseilles? Comment tu en parles à tes clients, justement? C'est une question qui est difficile, je pense. Notre travail, c'est de comprendre. Alors, nous ne sommes pas économistes, mais nous nous appuyons sur des économistes. Et notre travail, c'est d'imaginer différents scénarios qui pourraient se réaliser ou ne pas se réaliser et construire un portefeuille en fonction de ça. En ce moment, on est nécessairement un peu plus à la prudence qu'il y a 5 ou 10 ans où il n'avait pas eu le Covid, on n'avait pas eu l'Ukraine, les attentats ou les crises au Moyen-Orient. Donc, il faut nécessairement intégrer ça. Mais si on prend vraiment du recul historique, on voit que voilà, sur les 15, 20, 30, 40 dernières années, il y a eu ce genre d'événements. Là, ils sont de plus en plus rapprochés. Mais à chaque fois, il y a une crise, une sortie de crise et la vie continue. Et là, c'est le gestionnaire de patrimoine qui parle. C'est que le Français, dans son quotidien, aura des problématiques d'inflation, aura des problématiques pour payer les études de ses enfants, aura des problématiques pour se payer une retraite confortable, etc. Donc, il doit comprendre ça et il doit s'organiser et mettre des réponses en face de ça. Ou alors, il devient complotiste et il imagine que bombe atomique qui va tomber sur Paris, que tout ça sera fini. Mais on n'adhère pas à ce scénario pour être clair. J'imagine bien. Justement, tu parlais de la relation avec les clients notamment, et j'imagine que ça peut être difficile parfois de réussir à faire passer des messages qui peuvent être techniques quand même, parce qu'on parle de sujets financiers, économiques, etc. Quelle place occupe justement la vulgarisation dans le travail d'un gestionnaire de patrimoine? Parce qu'on parle, j'ai envie de dire, un peu à monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas forcément fait d'études en finance ou d'économie, et qui pourtant, aujourd'hui, de plus en plus, on le sent depuis le Covid, prend conscience du fait que c'est important de se positionner sur ces sujets-là. C'est quoi justement votre rôle et la difficulté de votre métier de ce point de vue? C'est un rôle excessivement important et c'est le plus dur de vulgariser. Il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup de compréhension. Il faut comprendre qu'il y a un problème culturel déjà en France. Avant, l'État français était très engagé pour aider les Français dans un grand nombre de sujets. On parlait de la retraite, on pourrait parler d'autres choses. L'État, depuis une vingtaine d'années et encore plus à venir, se désengage. Et donc, les Français ont une prise de conscience. Mais pas beaucoup plus de culture économique ou financière. On l'apprend pas à l'école et ceux qui n'ont pas fait d'école de commerce ou de faculté d'économie n'ont pas appris grand-chose par rapport à ça. Et c'est pas inné. Donc, nous, dans notre travail, dans les rencontres qu'on peut faire avec les investisseurs, on prend beaucoup de temps. On prend un certain nombre de rendez-vous quasi pédagogiques. Parfois, on se dit, tiens, si j'avais un enfant de 8 ans en face de moi, je devrais lui expliquer les obligations, je devrais lui expliquer le private equity, je devrais lui expliquer la SCPI. Et on se dit, comment je l'expliquerai à un enfant de 8 ans? Donc, on rend pas nos clients immatures, mais on essaye de leur donner des éléments pour une prise de décision, ce qui n'est jamais simple, puisque derrière, ils ont leur métier, ils ont leur vie, ils ont d'autres choses à faire. Donc, c'est une grosse partie de notre métier. Et nous, on s'est organisé en interne chez LEA Finance, on a créé notre propre académie. On forme nos conseillers, on les forme de manière initiale, on les forme de manière continue. Bien sûr, à la technique de gestion de patrimoine, mais aussi à des techniques de pédagogie à l'intention des clients, c'est très important. Le dernier point sur lequel je m'attarderai, c'est que notre profession, elle a été réglementée il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a commencé en 2003 et c'est devenu obligatoire en 2007. Ce qu'on appelle le conseiller en investissement financier, c'est un statut réglementé par l'État. Et parce que l'État a compris que plus personne ne jouait ce rôle de pédagogie, d'expliquer aux investisseurs ce qu'ils devaient faire pour leur propre patrimoine. Donc on a cette mission aussi, c'est une mission vraiment d'État, c'est une mission qui est régalienne, qui nous est imposée. On doit aller voir les particuliers pour leur expliquer, voilà, les problèmes de retraite. On a parlé pendant 2 ans des retraites, il y avait des grèves. On devait leur expliquer comment ils allaient être concernés, en quoi ils allaient être touchés, et essayer de leur donner de belles perspectives pour l'avenir. Justement, le sujet des retraites, c'est un sujet qui inquiète beaucoup, qui a fait beaucoup débat et qui continue de le faire, parce qu'en France, on a un modèle qui est celui de la retraite par répartition, contrairement à des modèles plus anglo-saxons fondés sur le système de la capitalisation. Ton ressenti sur l'avenir de ce système-là, il est plutôt pessimiste, optimiste, et puis c'est surtout quelle solution on met en place pour contrecarrer ce phénomène? En réalité, même si on fait un métier de conviction, mon travail n'est pas d'être ni optimiste ni pessimiste, mais de regarder les constats déjà actuels et surtout ce qui arrive pour nos clients. Notre cible chez LEA Finance, on va dire, c'est des gens qui sont cadres supérieurs, chefs de petites entreprises, professions libérales, etc. Et c'est des gens qui sont pris dans une espèce de tenaille parce qu'ils ont beaucoup moins d'accès à des prestations sociales, de la retraite, du chômage ou d'autres choses. Et ils sont de plus en plus taxés avec l'augmentation de la TVA, l'augmentation de la CSG, l'augmentation des impôts. Et donc, dans tous les cas, ces gens-là doivent réfléchir à tout cela et ils doivent s'organiser, que ce soit le sujet de la retraite ou d'autres sujets. Ils doivent s'organiser. Les études des enfants coûtent de plus en plus cher. Moi, j'ai des clients qui viennent nous voir en disant, mais j'ai pas envie de travailler jusqu'à 64 ans, j'ai pas envie de travailler peut-être jusqu'à 67, jusqu'à 75, peut-être pour les gens de ta génération. Donc, quoi faire pour vraiment pouvoir arrêter à 50, voire à 60? Il faut s'organiser. Il y a des vraies solutions. On peut, en 20-25 ans, se créer 1 million d'euros en faisant une épargne régulière, en y réfléchissant, en travaillant avec son conseiller en gestion de patrimoine. Et donc, tout ça est possible, mais il faut être accompagné, il faut être conseillé. Et justement, moi, c'est mon sentiment, et c'est aussi pour ça qu'on a créé Fineco, c'est que le sujet de la prise de conscience financière par rapport aux finances personnelles, de l'éducation financière, c'est des thématiques qui sont, à mon sens, totalement délaissées par l'État, et nous, on essaie de répondre à ce besoin-là. C'est en ça, d'ailleurs, que je pense que Fineco propose une solution qui est complémentaire à ce que les conseillers en gestion de patrimoine peuvent faire. Ce que tu dis est tout à fait vrai et pertinent, surtout qu'il y a eu des vides à un moment donné, d'où la réglementation de ces professions, des gens comme toi qui prennent aussi cet espace pour amener un message pédagogique et intéressant, parce qu'il ne faut pas se le cacher, on parlait du Covid, le Covid a accéléré la relation digitale
patrimonial entre les gens. Oui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens sur Internet qui s'improvisent gestionnaire de patrimoine, conseiller, je ne sais quoi. Voilà, devenir rentier en 3 semaines. Il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de choses qui sont irréalisables, de promesses. Voilà, je vois passer des gens qui promettent des taux à 12, à 15% par mois, etc. Enfin, voilà, les gens doivent faire le tri, avoir du recul et souvent s'adresser, quand c'est pour de l'information, à des sites et à des gens sérieux, donc faire le tri. Et quand c'est pour du conseil, bien vérifier que les gens sont réglementés et organisés Évidemment. par l'État. Ça devrait être un critère. J'ai envie, comme mot de la fin en quelque sorte, que tu nous livres une petite pépite. C'est justement ma question, elle va être très simple. C'est imaginons que aujourd'hui, voilà, je m'appelle Martin, j'ai 30 ans. En vérité, j'en ai pas 30, mais imaginons que j'ai 30 ans, que j'ai pris conscience justement du fait que mon avenir financier est important, que le système de retraite français est quand même à risque, quoi qu'on en pense. Aujourd'hui, qu'est-ce que je mets en place? À qui je m'adresse? Comment je suis conseillé? Enfin, c'est quoi le message que tu as envie de faire passer justement à ces gens-là? Comme c'est le mot de la fin, j'espère que les gens auront adhéré, auront vu jusqu'à la fin cette vidéo qui est très intéressante. Je vais dévoiler un secret, une formule magique, et j'espère qu'ils adhéreront tous. Mais la meilleure manière, le meilleur moyen de réussir à créer et à développer son patrimoine en ce moment, c'est d'appeler ou de venir voir LEA Finance, de rencontrer un conseiller et d'écouter ce qu'on a à dire tout simplement. Évidemment. Et d'ailleurs, on vous mettra les liens de LEA Finance, le site internet, la possibilité de rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine justement et de faire ce qu'on appelle un audit patrimonial, pour te paraphraser Jérôme. Et puis surtout, j'en profite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager. C'est hyper important pour nous, ça nous donne de la force et ça nous donne envie de continuer dans cette mission qui est une mission difficile, mais avec passion et avec conviction, on peut continuer à progresser et aller loin. Jérôme, je te remercie pour ton temps. Merci Martin. C'était très instructif. Merci à toi.